Chapitre 6. Quand Montague Fitward entra à son tour dans la salle d'interrogatoire, Annabella avait repris son poste d'observation derrière le rideau. Par la fente, elle vit entrer un homme de petite taille, aux épaules étroites. Inquiet, nerveux, il dissimulait ses yeux derrière des lunettes noires. Une fine moustache noire accentuait la sévérité de son visage. « Maître Montague Fitward » déclara-t-il d'une voix qui se voulait ferme. « À qui ai-je l'honneur ?»« Higgins, Scotland Yard. » L'avocat ôta ses lunettes. Un tic agitait la paupière de son œil gauche. Son regard évita celui de l'ex-inspecteur-chef. « Pourquoi vous trouviez-vous aujourd'hui ?»« 8 septembre, à Whitechapel, de même que le 31 août. » Montague Fitward chaussa à nouveau ses lunettes noires. Simple promenade d'agrément. « Dans ce quartier, on ne connaît jamais assez le Grand Londres. Avez-vous ici des amis, des relations ?» s'étonna Higgins. « Simple promenade » répéta l'avocat buté. « Où se trouve votre cabinet, maître ?»« Dans la City. Mon appartement est au-dessus. Désireriez-vous ma carte ?»« Soyez aimable de la remettre au superintendant Marlowe. » L'avocat s'exécuta avec sécheresse. « De nombreux rendez-vous m'attendent, messieurs. J'estime que ma collaboration avec le Yard est terminée. » Montague Fitward fit mine de partir. « Ce n'est malheureusement pas notre avis. » L'interrompit Higgins. L'avocat se retourna, le visage défait. « Comment ?»« Que voulez-vous dire ?»« En tant qu'homme de loi, remarqua Higgins, reconnaissez que vos arguments sont d'une insigne faiblesse. Dois-je vous rappeler que 2 meurtres abominables ont été commis ? Rien jusqu'à présent ne justifie votre présence dans ce quartier. » Scott Marlowe se sentit mal à l'aise. Il ne croyait guère à l'intuition, préférant se fier au progrès d'une police scientifique et rationnelle. Mais cet homme avait le comportement d'un individu dont la conscience était chargée de lourdes fautes. Montague Fitward tenta de sourire. Il ôta ses lunettes et les chaussa plusieurs fois de suite. « Vous insultez Whitechapel, inspecteur. Ce n'est tout de même pas un ghetto interdit aux honnêtes citoyens. Vous ne croyez tout de même pas que le fantôme de Jack, l'éventreur, continue à y rôder ?» Higgins était beaucoup plus troublé qu'il ne le laissait paraître. En 1888, l'avocat Montague John Dwight n'avait-il pas été soupçonné? Cette plaisanterie commence à m'importuner, continua le petit homme nerveux. Vous n'avez aucune raison légale de m'emprisonner dans ce bouge. Le ton de l'ex-inspecteur-chef s'adoucit. N'exagérons rien, maître. Il s'agit d'un interrogatoire de routine destiné à nous aider dans la quête de la vérité. Votre témoignage nous est précieux. N'avez-vous rien remarqué d'insolite? Moi? Non, rien. Rien du tout. J'aimerais vous aider, bien sûr, mais j'en suis incapable. Je me promenais, c'est tout. Et quand je me promène, je réfléchis. Je ne fais attention à rien. Le monde extérieur n'existe plus. C'est une sorte de méditation. Je comprends. Admet Higgins. Accepteriez-vous de vider vos poches? L'avocat, comme piqué par un aiguillon, recula de 2 pas. Hors de question. Scott Marlowe, excédé, jugea bon d'intervenir. Auriez-vous quelque chose à nous cacher, maître? Une arme blanche ensanglantée, par exemple? Montague Fitward plaqua les lunettes noires sur ses yeux. Une arme? Bien sûr que non. Je suis un pacifiste, un non-violent. Jamais je n'ai manié d'armes. Si vous êtes innocent, et si votre conscience est en paix, laissez-moi donc vous fouiller. Quel risque courez-vous? Crispé, presque tétanisé, l'avocat accepta. Les investigations de Scott Marlowe aboutirent à un curieux résultat. Outre ses papiers, Montague Fitward avait sur lui une très forte somme d'argent, en livres et en guinées, répartis dans les poches de sa veste et de son pantalon. « Bien entendu, » dit Higgins, « vous ne justifierez pas la présence de cette petite fortune. »« Bien entendu, » rétorqua vivement l'avocat, arrachant les billets des mains du superintendant. « Puis-je regagner mon bureau à présent ?» Marlowe espérait que son collègue sortirait de sa manche une carte suffisante pour retenir le suspect. Mais Higgins demeura passif, se contentant, après la sortie de l'avocat, de consulter la jolie Annabella. « C'est bizarre, » dit-elle. « Je ne le connais pas et pourtant, j'ai l'impression de le connaître. Pourriez-vous être plus clair ?» La ravissante blonde paraissait profondément contrariée. « Non, je ne saurais quoi dire de plus. Ce drôle de type, j'ai pu le voir sans le voir. Il est si terne, si incolore. Exactement le genre d'apôtre qui pourrait se glisser dans la peau de n'importe qui. » Higgins nota soigneusement les appréciations d'Annabella, qui reprit sa faction derrière le rideau. « Il reste un suspect, » annonça Scott Marlowe. « Faites entrer. »« Falstaff ressuscité, » pensa Higgins,
en voyant apparaître un personnage à l'énorme embonpoint, à la barbe abondante et hirsute, et à l'accent russe prononcé. « Inspecteur !» cria-t-il, levant les bras et frappant du pied sur le parquet usé, déplaçant ainsi un nuage de poussière. « Inspecteur, c'est insensé. » M'accuser de meurtre, moi, Sergueï Sitachenko, un adorateur de la petite Vierge Marie et la crème des hommes, moi qui ai trouvé en Angleterre une terre d'accueil pour mon cœur d'exilé. Le Russe s'agenouilla et croisa les mains dans un geste de prière. N'accablez pas le pauvre Sergueï, inspecteur. Il n'a jamais commis de mauvaises actions, il vous le jure. La voix grave du Britannique d'adoption tremblait d'émotion. « Relevez-vous, Mr. Sitachenko !» ordonna Higgins. « Que faisiez-vous à Whitechapel? Tout près des lieux où furent commis des meurtres, le 31 août et aujourd'hui même. » Restant à genoux, l'obèse baissa la tête. « Je venais y chercher de la tendresse, avoua-t-il. Beaucoup de tendresse. Toute cette tendresse dont j'ai tant besoin? J'ai mes habitudes, ici. On me connaît bien. Il y a tellement de jeunes filles gentilles qui sont aux petits soins pour moi. C'est dur l'existence loin de son pays. Alors, il me faut des compensations. Quand mon âme souffre trop, je viens à Whitechapel. Normal, non? » Scott Marlowe était révolté. Comment l'Angleterre morale et rigoriste de la reine Victoria, le modèle de la civilisation, pouvait-elle s'en aller ainsi à volo? Comment l'establishment pouvait-il accepter que des mœurs aussi dissolues dénaturassent ainsi un quartier de la capitale de l'Empire? S'il n'avait tenu qu'à lui, il aurait immédiatement mis sous les verrous cet ivrogne dont les vêtements étaient imprégnés d'une détestable odeur d'alcool à bon marché. « Avez-vous remarqué quelqu'un ou quelque chose d'étrange ?» interrogea Higgins. Le Russe se releva, goguenard. « Moi, Sergueï Sitachenko ? Pas possible, inspecteur. » « Pourquoi donc ? La boisson, inspecteur, la sublime ivresse m'emmène loin des turpitudes de ce bas monde. Les femmes m'adorent quand je suis parti au paradis de Bacchus. Et moi, je ne discerne plus que leur charme. Souhaitez-vous que je les décrive, inspecteur ? Ce ne sera pas nécessaire, Mr. Sitachenko. Vous voulez me fouiller, je parie. Aucun problème. Je n'ai presque rien. Un émigré n'emporte qu'un peu de terre à la semelle de ses souliers. Le Russe vida les poches de sa veste de laine et de son pantalon de velours. Un mouchoir, quelques billets d'1 livre, des cure-dents en bois. « Où logez-vous, Mr. Sitachenko ?»« Barnfield Road, à la limite de Whitechapel. Une maison de briques à l'entrée de la ruelle. »« Vous avez oublié la poche arrière de votre pantalon, » indiqua Higgins. « Ah, elle est vide. Vérifiez quand même. Ce ne sera pas nécessaire, inspecteur. Je vous dis qu'elle est vide. » « Obéissez, » exigea Scott Marlowe sévère. Impressionné par l'allure martiale du superintendant, le Russe explora enfin la poche incriminée. Il en sortit un camé qu'il présenta au creux de sa main poupine à Scott Marlowe. Au centre de la pierre dure, une photographie très nette, quoique de petite taille, protégée par un verre. Le superintendant, troublé, la montra à son collègue. « Regardez attentivement, Higgins. Est-ce que... » « C'est bien elle, mon cher Marlowe. Lisbeth, la jeune femme assassinée le 31 août. » Sergueï Sitachenko sentit peser sur lui le regard inquisiteur des 2 policiers. « Lisbeth, avoua-t-il, c'était une grande amie. Nous nous aimions beaucoup. Elle m'avait fait cadeau de son portrait. Une fille si gentille, si tendre. Comment Higgins n'aurait-il pas songé aux accusations formulées en 1888 contre un certain Pedachenko, un immigré russe que d'aucuns avaient identifié comme Jack l'Éventreur. « De quoi vivez-vous, Mr. Sitachenko ?» interrogea Higgins. « De petits services, ici ou là. Il m'arrive d'arracher une dent à de pauvres gens, de porter des caisses au dock. Ne quittez pas Londres sans nous prévenir. Moi, quitter cette ville merveilleuse? Jamais, inspecteur. » Le Russe sortit en clamant son innocence et sa dévotion à la petite Vierge, Marie. Annabella avait contenu à grand-peine un fou rire. « Pauvre Sergueï, toujours aussi fou. Vous le connaissez donc bien ?» demanda Higgins. « C'est un grand amateur de tendresse. »« Vous-même ?»« Moi-même, un tout petit peu. Je ne suis pas exactement son genre. Il y avait surtout cette pauvre Lisbeth. Celui-là, à mon avis, vous pouvez l'éliminer. » « Pourquoi donc ? » ?»« C'est un grand sentimental. Je ne le vois pas en train de tuer une femme. »
La nature humaine est compliquée et dissimulatrice, mademoiselle. Connaissez-vous les vers délicieux de la poétesse Harriet J.B. Harron Little Woodruff? Quand le mouton se transforme en tigre, il est plus cruel que le chacal. Annabella n'avait même pas lu Shakespeare. Elle demeura néanmoins sur ses positions. Le gros bonhomme n'avait pas l'âme d'un assassin. Soyez remerciés pour votre parfaite collaboration, mademoiselle. Sans doute serons-nous appelés à nous revoir. La jolie blonde offrit à Higgins son plus délicieux sourire. Avec plaisir, inspecteur.